Je suis resté complètement figé, le regard fixé sur mes bottes de travail en cuir usé. Un épais crachat glissait lentement sur le bout éraflé de ma botte droite, se mélangeant à la boue séchée de mon chantier de construction. L'humidité semblait être de l'acide qui brûlait le cuir, pour atteindre directement mon âme. J'ai lentement levé les yeux pour regarder la femme que j'avais aimée pendant 5 ans. Kreza se tenait là, enroulant un manteau de créateur flambant neuf autour de ses épaules. C'était un manteau que je ne pourrais jamais me payer, un cadeau de mon frère aîné, Méric. Son visage, que je considérais autrefois comme la plus belle chose au monde, était déformé en un rictus de pur dégoût. « Regarde tes chaussures, Gideon », cracha-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. « Tu es un rat dégoûtant qui cherche des miettes, pendant que Méric, lui, possède la boulangerie. J'en ai fini de prétendre que tu as un avenir. » Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique n'aurait pu le faire. La haine pure dans ses yeux me paralysait. Mon monde entier s'effondrait. Et la femme qui était censée être mon épouse était celle qui brandissait la masse. Je voulais crier. Je voulais exiger une explication, mais ma gorge était douloureusement sèche. Comment ma vie avait-elle pu tourner à ce cauchemar? Comment la femme qui portait ma bague de fiançailles était-elle soudainement devenue un monstre? Pour comprendre cette dévastation absolue, il faut remonter exactement 48 heures en arrière, dans une pièce étouffante aux murs lambrissés, qui sentait le vieux papier et le parfum de luxe. Il pleuvait fort à Seattle ce mardi matin-là. Mes parents, Thaddeus et Geneviève, avaient péri dans un soudain accident d'avion privé quelques semaines auparavant. Le chagrin était encore une couverture lourde et suffocante sur ma poitrine. J'étais assis dans le bureau de notre avocat de famille, me tordant les mains, ne trouvant du réconfort que dans la main de Kreza, posée doucement sur mon genou. En face de nous, était assis Méric, mon frère aîné de 4 ans. Méric était l'enfant prodige. Il portait un costume italien sur mesure, et vérifiait sa montre de luxe avec un air d'ennui absolu. Il ressemblait moins à un homme qui venait de perdre ses parents qu'à un PDG attendant la fin d'une réunion du conseil d'administration. L'avocat s'est éclairci la gorge et a ajusté ses lunettes. Il a commencé à lire le testament et les dernières volontés de Thaddeus et Geneviève. Cela a commencé par des détails techniques mineurs, la liquidation de petits comptes, les dons de bienfaisance, puis sont venus les biens immobiliers principaux et les portefeuilles d'investissement massifs. À notre fils aîné, Méric, lut l'avocat, de sa voix monotone, nous léguons la résidence principale à Seattle, le portefeuille d'investissement, et la villa en bord de mer à Miami, évaluée collectivement à plus de 3 millions de dollars. Méric s'est adossé dans son fauteuil en cuir, un lent sourire satisfait se dessinant sur son visage. Il n'a même pas essayé de cacher son triomphe. Il a lentement brossé un grain de poussière invisible sur le revers de sa veste, ses yeux rencontrant brièvement les miens avec un regard de supériorité absolue. J'ai dégluti difficilement, en attendant. Je me fichais des manoirs ou des voitures de luxe. Je voulais juste savoir que mes parents avaient pensé à moi, qu'ils avaient reconnu mon existence et mon travail acharné. J'ai serré la main de Kreza, anticipant ma part. Et à notre fils cadet, Gideon, a poursuivi l'avocat en tournant la page. La pièce est devenue complètement silencieuse. Nous léguons la propriété de chasse dans l'Alaska reculé. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé, ai-je interrompu, ma voix se brisant légèrement. Une propriété de chasse? Je ne savais même pas que nous possédions quoi que ce soit en Alaska. L'avocat m'a regardé avec un regard que je ne pouvais décrire que comme une profonde pitié. C'est une petite cabane en bois non entretenue sur un terrain isolé, Gideon. Selon la récente évaluation, en raison de son état de délabrement avancé, la propriété est évaluée à environ 40 000 $. 40 000 $ contre 3 millions de dollars. Le calcul était une claque brutale en plein visage. L'air a disparu de mes poumons. Mes parents avaient été de riches promoteurs. Ils avaient des millions. Et leur dernier message pour moi, leur dernière déclaration terrestre, était de me donner un morceau de bois pourri dans la nature glaciale. Ce n'était pas seulement une division inégale des actifs. C'était une insulte bruyante et délibérée. C'était leur façon de dire, même d'outre-tombe, que je ne valais rien. J'ai senti la main de Kreza se retirer instantanément de mon genou. La chaleur de son contact a disparu, remplacée par une distance glaciale. Quand je l'ai regardée, le sourire de soutien qu'elle avait arboré toute la matinée avait disparu. À sa place, il y avait un calcul froid et dur. Ses yeux passaient de moi à Méric.
Et en cette fraction de seconde, j'ai vu le moment exact où sa loyauté a basculé. Elle regardait Méric comme une personne affamée regarde un festin. Maintenant, debout dans notre appartement commun, la regardant faire ses valises dans un ensemble de bagages de luxe que Méric avait fait livrer, la trahison était complète. Elle le voyait dans mon dos depuis des mois, attendant de voir qui hériterait du trône. La lecture du testament n'était que le coup de sifflet final du jeu. Elle a fermé la dernière valise, a enjambé la flaque de son propre crachat sur le sol, et est sortie sans un regard en arrière. Le claquement lourd de la porte de l'appartement a résonné dans la pièce vide, me laissant complètement seul avec le poids écrasant de mon existence sans valeur. Le silence dans mon appartement après le départ de Créza était assourdissant. Je me suis effondré sur le canapé bon marché, le visage enfoui dans mes mains. L'ironie était suffocante. J'étais superviseur de chantier en génie civil. Je passais ma vie à construire des fondations solides pour les autres, m'assurant que les structures pouvaient résister aux tempêtes et aux tremblements de terre. Pourtant, ma propre vie avait été construite sur une faille de ressentiment familial, et elle venait de voler en 1 million de morceaux irrécupérables. Assis là dans le noir, mon esprit a involontairement ouvert les portes d'un endroit que je gardais habituellement verrouillé, le musée de ma douleur, une collection de souvenirs qui prouvaient que cette trahison n'était pas une tragédie soudaine, mais le grand final d'un schéma de mépris de toute une vie. La première pièce de ce musée mental était la remise de mon diplôme universitaire. J'avais cumulé 2 emplois à temps partiel épuisants, transportant des briques et mélangeant du béton, juste pour financer mes études d'ingénieur civil. Je ne voulais pas demander un centime à Thaddeus, car chaque dollar de sa part venait avec une leçon sur le fait que je ne visais pas assez haut. Le jour où j'ai enfin reçu mon diplôme, j'étais assis dans le stade bondé, scrutant le public à la recherche de visages familiers. Les sièges que j'avais réservés pour mes parents sont restés vides pendant toute la cérémonie, tandis que mes camarades de classe applaudissaient et serraient leur famille dans leurs bras. Je suis resté seul sur le parking, dans ma toge de diplômé. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma mère, Geneviève. Désolé de ne pas avoir pu venir, Gideon. Méric vient d'obtenir une énorme promotion dans sa société de capital investissement. Nous organisons un dîner de célébration d'urgence pour lui. Si fier de son succès. Passe une bonne soirée. J'avais passé 4 ans à m'échiner pour ce diplôme, et il était entièrement éclipsé par mon frère qui obtenait un nouveau titre à un poste que mon père l'avait aidé à obtenir. La deuxième pièce était un contraste visuel qui brûlait encore dans ma mémoire. Pour son 18e anniversaire, Méric, étant l'enfant prodige, avait reçu une Porsche flambant neuve et rutilante. Je me souviens de lui faisant vrombir le moteur dans l'allée, l'odeur du cuir cher et de l'essence remplissant l'air. Quand mon 18e anniversaire est arrivé, Thaddeus a jeté un jeu de clés rouillées sur le comptoir de la cuisine. « Joyeux anniversaire », avait grogné Thaddeus, levant à peine les yeux de son journal financier. Je suis sorti pour trouver un vieux pick-up déglingué. La peinture s'écaillait, l'échappement crachait une épaisse fumée noire, et le moteur cliquetait comme une boîte de clous en vrac. Je conduisais cette épave embarrassante au lycée tous les jours, endurant les rires et les chuchotements. Ce n'était pas juste une voiture. C'était un panneau publicitaire roulant qui affichait ma valeur exacte dans la hiérarchie de la famille Jenkins. Mais la troisième pièce était la plus douloureuse, la pièce maîtresse absolue de ma misère. C'était un souvenir de l'année dernière. Nous étions à un rare dîner de famille. J'avais essayé d'expliquer un projet d'infrastructure complexe que je gérais, espérant bêtement un brin de validation de mon père. Je parlais de murs porteurs et de béton durable. Geneviève avait soupiré bruyamment, posant son verre de vin avec un cliquetis sec. Elle m'a regardé avec un mélange d'épuisement et de pitié. « Gideon, s'il te plaît », a-t-elle interrompu. « Nous n'avons pas besoin d'entendre parler de terre et de ciment à table. Tu dois comprendre l'ordre naturel des choses. Méric est né pour diriger le monde. Et toi, Gideon, tu es né pour le nettoyer. » Toute la table était tombée dans le silence. Méric avait juste souri, prenant une lente gorgée de son vin cher. Thaddeus n'avait rien dit pour me défendre. Il avait simplement hoché la tête en signe d'accord silencieux. J'étais le concierge de la famille. La déception en col bleu. Même leur supposée affection était paresseuse. Pour mon 29e anniversaire, ils ont envoyé une carte par l'intermédiaire de leur assistant. Quand je l'ai ouverte, le message générique à l'intérieur disait « Joyeux anniversaire, Gordon ». Ils ne pouvaient même pas prendre la peine de se souvenir de mon vrai nom.
J'avais avalé tout cela pendant des années. J'avais gardé la tête basse, travaillé de longues heures dans la terre et sous la pluie, me disant qu'un travail acharné et une vie tranquille avec Cresa suffiraient. Je n'avais pas besoin de leur argent ou de leur approbation de la haute société. Je voulais juste me construire une vie décente. Mais maintenant, il m'avait pris ça aussi. Méric n'avait pas seulement pris l'argent. Il avait pris la femme que j'aimais simplement parce qu'il le pouvait. Il avait fait parader sa richesse, et elle en avait suivi l'odeur comme un animal affamé. Je me suis levé du canapé, le sang bouillonnant. La tristesse s'évaporait rapidement, remplacée par une colère sombre et lourde. Il pensait que j'étais une blague. Il pensait que j'allais me laisser faire, prendre ma petite cabane pathétique, et disparaître dans la boue où il croyait que j'appartenais. J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils avaient tort. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le sol de mon salon, le corps endolori et l'esprit engourdi. L'appartement ressemblait à une tombe. Je me suis forcé à me lever, à enfiler mes lourdes bottes de travail, celles sur lesquelles Cresa avait craché, et j'ai conduit jusqu'au chantier de construction. J'avais besoin de la routine. J'avais besoin du bruit des machines et de l'odeur de la terre humide pour me ramener à la réalité. J'étais superviseur sur un grand projet de bâtiment commercial, et le travail acharné était la seule thérapie que je connaissais. Je suis arrivé sur le site tôt, j'ai pris mon casque, et je me suis dirigé vers la caravane de bureau temporaire. Mais avant même que je puisse examiner les plans du jour, le chef de chantier, un gars habituellement amical nommé David, m'a arrêté à la porte. Il avait l'air incroyablement mal à l'aise, évitant mon regard tout en tenant un dossier manille contre sa poitrine. « Gideon », a commencé David, se balançant d'un pied sur l'autre. « Écoute, mec. J'ai besoin que tu me rendes ta radio de chantier et tes clés. » Je l'ai regardé, confus. « De quoi tu parles, David ? Nous avons la coulée de béton massive pour les fondations prévues aujourd'hui. Je dois superviser le mélange. » David a dégluti difficilement. « Tu es suspendu pour une durée indéterminée, Gideon. » Avec effet immédiat. La direction a appelé ce matin. Ils ont dit que c'était une coupe budgétaire soudaine, une restructuration de l'équipe de supervision. Une coupe budgétaire, ai-je répété, la voix s'élevant, au milieu de la phase la plus critique du projet ? Ça n'a aucun sens. David m'a finalement regardé dans les yeux, son expression apologétique mais ferme. Je sais que ça n'a pas de sens, mais l'appel est venu directement du directeur régional. Ils ont dit que les principaux investisseurs avaient demandé un changement de direction. Je suis désolé, Gideon. Tu dois vider ton casier. J'ai senti une terreur froide m'envahir. Les principaux investisseurs. Je suis retourné à mon camion, hébété, jetant mon casque sur le siège passager. Avant même que je puisse démarrer le moteur, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Méric. Une prise de conscience écœurante a commencé à se former au creux de mon estomac. J'ai appuyé sur le bouton accepter et j'ai mis le téléphone à mon oreille, restant complètement silencieux. « Bonjour, petit frère. » La voix douce et arrogante de Méric a flotté à travers le haut-parleur. « J'entends dire que tu as soudainement beaucoup de temps libre. » Ma prise sur le volant s'est resserrée jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. « C'est toi qui as fait ça ?» ai-je murmuré, la colère vibrant dans ma gorge. Méric a gloussé, un son doux et condescendant. « Ne sois pas si dramatique, Gideon. Ce ne sont que des affaires. Ma société de capital investissement a récemment acquis une participation majoritaire dans la société mère qui dirige ton entreprise de construction. En examinant la paie, j'ai simplement remarqué une inefficacité. Nous ne pouvons pas avoir des actifs sous-performants qui drainent le budget, n'est-ce pas ? Il prenait plaisir à ça. Il détruisait systématiquement ma vie pour son propre amusement. Tu as pris l'héritage. Tu as pris Cresa. Ça ne te suffisait pas, Méric ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que tu dois apprendre ta place, a répondu Méric, sa voix devenant soudainement froide et tranchante. Tu as toujours été si têtu, si fier de ton petit boulot à pousser de la terre. J'ai pensé qu'il était temps de te confronter à la réalité. Peut-être que tu devrais utiliser ce nouveau temps libre pour couper du bois en Alaska. J'entends dire que le temps est misérable à cette période de l'année. Passe une bonne vie, Gordon. La ligne s'est coupée. Il a utilisé le mauvais nom express. Un dernier coup de couteau dans le dos.
Que feriez-vous si la femme que vous aimez depuis 5 ans vous crachait dessus pour un morceau de papier, et si votre propre chair et sang vous poussait à la ruine absolue juste pour le plaisir? Si vous voulez savoir comment j'ai survécu à ce cauchemar, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et restez avec moi, car ma vengeance n'a pas nécessité une seule goutte de sang, seulement des chiffres. J'ai jeté mon téléphone sur le tableau de bord. J'étais fauché. J'étais sans emploi. J'étais totalement seul. Merrick m'avait acculé dans un coin sans aucune issue. Il voulait que je craque. Il voulait que je rampe dans un trou et que je disparaisse. Je suis retourné à mon appartement vide, j'ai sorti un sac de sport poussiéreux du placard, et j'ai commencé à y jeter des vêtements. Des vestes épaisses, des chaussettes épaisses, des sous-vêtements thermiques. Je me suis connecté à mon application bancaire. Mon compte d'épargne était pitoyable, à peine assez pour couvrir quelques mois de loyer. J'ai transféré chaque centime sur mon compte courant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai acheté un aller simple pour Anchorage, en Alaska. Merrick voulait que j'aille dans la nature glaciale. Très bien, j'irai. Je n'avais plus rien à perdre à Seattle de toute façon. Je pensais que je m'enfuyais pour cacher ma honte. Je pensais que j'allais dans une cabane délabrée pour geler et m'apitoyer sur mon sort. Mais je ne savais pas que mon père m'y attendait depuis très longtemps. Le vol vers Anchorage fut un flou de nuages gris turbulents et de mes propres pensées qui s'emballaient. D'Anchorage, j'ai loué un pick-up 4x4 très usé avec des chaînes sur les pneus et j'ai conduit pendant 6 heures d'affilée dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska. Le paysage était brutal et magnifique. Un vaste océan de neige blanche et de pins noirs déchiquetés. Le chauffage du camion de location fonctionnait à peine, et le froid mordant s'infiltrait dans mes os, correspondant parfaitement au vide glacial absolu dans ma poitrine. Quand j'ai finalement atteint les coordonnées GPS que l'avocat avait fournies, mon cœur est tombé dans mes bottes. La propriété se trouvait au bout d'un chemin de terre profondément défoncé qui avait presque avalé le camion tout entier. Et là, c'était lui, mon grand héritage. C'était encore pire que ce que l'avocat avait décrit. La cabane était une structure misérable et pourrie, penchée dangereusement d'un côté. La moitié du toit s'était effondrée sous le poids de la neige accumulée. Les rondins de bois étaient noirs d'humidité et de pourriture, et le porche avant donnait l'impression qu'il s'effondrerait si un oiseau se posait dessus. C'était un monument à l'abandon. Debout là, dans la neige jusqu'aux genoux, le vent glacial fouettant mon visage, j'ai ressenti une nouvelle vague d'humiliation. C'est ce que Thaddeus et Geneviève pensaient de moi, une structure cassée et en décomposition au milieu de nulle part. J'ai avancé péniblement vers le porche, la neige crissant bruyamment sous mes bottes. Alors que je tendais la main pour toucher le cadenas rouillé sur la porte d'entrée, j'ai entendu le clic terrifiant et sans équivoque d'un fusil à pompe derrière moi. Pas un geste de plus, gamin de la ville. Une voix rude et rauque a aboyé par-dessus le hurlement du vent. Tourne-toi, lentement. J'ai levé les mains, mon cœur battant la chamade contre mes côtes, et je me suis retourné. À une vingtaine de mètres de là se tenait un homme massif et plus âgé. Il portait une épaisse parka doublée de fourrure. Une barbe épaisse couvrait la moitié de son visage buriné et ses yeux étaient vifs et méfiants sous un épais bonnet de laine. Il tenait un fusil de chasse usé, pointé directement sur ma poitrine. « Cet endroit m'appartient », ai-je crié par-dessus le vent, ma voix tremblant légèrement. Mon nom est Gideon Jenkins. J'en ai hérité. Les yeux du vieil homme se sont plissés. Il m'a fixé pendant un long et angoissant moment, étudiant mon visage. Lentement, il a abaissé le canon du fusil. Jenkins, a-t-il marmonné, faisant quelques pas de plus. Tu es le fils de Thaddeus. J'ai hoché la tête lentement, baissant mes mains. Oui, je suis son fils cadet. L'hostilité a disparu du visage de l'homme, remplacé par un air de profonde surprise. Il a jeté le fusil sur son épaule et a tendu une main massive et calleuse. Je m'appelle Alaric. J'habite à environ 5 kilomètres, de l'autre côté de cette crête. Je garde un œil sur cet endroit. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un revienne un jour, surtout après la nouvelle de l'accident d'avion. Nous nous sommes tenus sur le porche pourri et Alaric a sorti un thermos en métal de son sac, a versé une tasse fumante de café noir amer et me l'a tendue. La chaleur qui émanait de la tasse était la première chose réconfortante que je ressentais depuis des jours. Alors, dit Alaric, prenant une gorgée du thermos. Thaddeus te l'a finalement transmis. Je me suis toujours demandé ce qu'il allait faire de ce lopin de terre.
J'ai laissé échapper un rire amer, la vapeur du café tourbillonnant autour de mon visage. Ouais. Il a donné le manoir de 3 millions de dollars à Miami à mon frère, et il m'a laissé le bois de chauffage pourri. Alaric s'est arrêté de boire. Il m'a regardé avec une expression très étrange, indéchiffrable. Il a regardé la cabane en ruine, puis m'a regardé à nouveau. Du bois de chauffage pourri, a-t-il répété doucement. Mon garçon, c'est vraiment ce que tu penses que c'est? Regarde ça, Alaric, ai-je dit, en montrant le toit effondré. C'est une décharge. Mes parents me détestaient. C'était leur dernière blague. Alaric a secoué la tête lentement, un sourire sombre jouant sur ses lèvres. Tu ne connais pas la moitié de l'histoire, n'est-ce pas? J'ai connu ton père pendant 10 ans. Chaque été, Thaddeus venait ici, seul. Il n'amenait pas ta mère. Il n'amenait pas ton frère. Juste lui. J'ai froncé les sourcils, profondément confus. Thaddeus détestait le plein air. C'était un magnate de l'immobilier de Seattle. Il vivait dans des hôtels de luxe et des restaurants chers. Pas ici, a rétorqué Alaric, s'appuyant contre un poteau en bois robuste. Ici, ton père ressemblait à un putain de mineur de charbon. Je le voyais redescendre de la montagne, les mains en sang, ses vêtements couverts de boue noire épaisse, transportant du matériel lourd en pleine nuit. Il a passé des mois à retourner la terre derrière cette cabane. Il était obsédé. Il a travaillé plus dur que n'importe quel homme que j'ai jamais vu. Mon esprit s'est emballé. Cela contredisait complètement tout ce que je savais de mon père. Thaddeus détestait se salir les mains. Il engageait des gens pour ça. Pourquoi un millionnaire passerait-il ses étés à creuser secrètement dans la boue de l'Alaska? Qu'est-ce qu'il faisait, ai-je demandé, le vent glacial soudainement oublié. Alaric a haussé les épaules, ajustant son lourd manteau. Il ne m'a jamais dit. Il était paranoïaque, secret. Mais je vais te dire une chose, Gideon. Un homme comme Thaddeus Jenkins ne se casse pas le dos dans la boue glaciale pendant 10 ans juste pour construire une cabane pourrie. Tu devrais peut-être jeter un œil plus attentif à ton héritage. Sur ce, Alaric m'a fait un bref signe de tête et s'est éloigné, ses lourdes bottes disparaissant dans la neige blanche aveuglante. Je suis resté seul sur le porche, tenant la tasse en métal chaude, fixant le bois en décomposition devant moi. Le désespoir absolu que j'avais ressenti 10 minutes plus tôt avait disparu, complètement remplacé par une curiosité brûlante et frénétique. Qu'est-ce que mon père cachait? J'ai passé ma première nuit en Alaska, blotti dans un sac de couchage sur le plancher poussiéreux et inégal de la pièce principale, gelé et incapable de dormir. Dès que la pâle lumière du matin a percé les fenêtres sales, je me suis mis au travail. Je n'étais plus seulement un gars au cœur brisé. J'étais un superviseur de chantier en génie civil. Et cette cabane était mon nouveau chantier. J'ai commencé à déblayer les débris, à déplacer les lourdes poutres tombées du toit. Je devais évaluer l'intégrité structurelle de l'endroit avant même de pouvoir commencer à chercher ce dont Alaric parlait. J'ai passé des heures à balayer, à arracher les planches pourries, et à examiner les joints porteurs. C'est là que je l'ai remarqué, l'anomalie. J'étais à 4 pattes dans le coin arrière de la cabane, mesurant la distance entre le mur intérieur et la charpente extérieure. Le calcul était faux. Selon mon maître ruban, la cabane était environ 1,20 m plus courte à l'intérieur qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur. Il y avait un énorme espace mort derrière le mur du fond. J'ai attrapé ma lourde lampe de poche et un pied de biche dans mon camion. Je me suis dirigé vers le mur du fond, qui était lambrissé de bois de chêne foncé et épais. J'ai commencé à taper avec l'extrémité métallique lourde de la lampe de poche contre le bois. Toc. 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 Solide. Mais en me rapprochant du coin, le son a changé. Creux. 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 Mon cœur s'est mis à battre contre mes côtes comme un marteau-piqueur. J'ai enfoncé l'extrémité pointue du pied de biche dans la jointure entre 2 panneaux de chêne et j'y ai mis tout le poids de mon corps. Le bois a éclaté et gémi. J'ai poussé plus fort, mes muscles brûlants, jusqu'à ce qu'une grande section du lambris se détache violemment, révélant ce qui était caché en dessous. C'était une porte en acier massif. Ce n'était pas une porte de sécurité standard. C'était de l'acier lourd de qualité commerciale, du genre que l'on utiliserait pour sécuriser un coffre-fort de banque ou un bunker souterrain. Elle avait un clavier numérique complexe et un énorme pen dormant physique.
Le clavier était mort, couvert d'une épaisse couche de poussière. Je suis un ingénieur. Je construis des choses. Mais je sais aussi exactement comment les démolir. J'ai passé les 3 heures suivantes à utiliser une meuleuse d'angle que j'avais apportée dans ma boîte à outils, projetant des gerbes d'étincelles orange vif à travers la cabane sombre. Le bruit était assourdissant dans le silence absolu de la nature sauvage. La sueur coulait sur mon visage malgré la température glaciale. Finalement, avec un grand craquement métallique, le lourd pêne dormant a cédé. J'ai laissé tomber la meuleuse, mes mains tremblant violemment. J'ai saisi la poignée en acier froid et j'ai tiré de toutes mes forces. La lourde porte s'est ouverte vers l'extérieur sur des charnières parfaitement huilées, libérant une bouffée d'air sec et vicié. J'ai éclairé l'obscurité avec ma lampe de poche, m'attendant pleinement à trouver une cache d'argent ancien, ou peut-être des armes illégales. Ce que j'ai vu à la place m'a coupé le souffle. C'était un laboratoire géologique et un centre de commandement ultramoderne. J'ai cherché à tâtons un interrupteur sur le mur. Miraculeusement, une batterie souterraine fonctionnait encore, et des lumières fluorescentes vives se sont allumées en bourdonnant, illuminant la pièce. Elle faisait environ 3 mètres de large et 6 mètres de profondeur. Les murs étaient tapissés d'immenses cartes topographiques, entièrement couvertes d'équations mathématiques complexes, de zones surlignées, et de lignes au marqueur rouge. Il y avait des rangées d'étagères en acier contenant des centaines de bocaux en verre, chacun contenant différents échantillons de roches et de sol broyés, tous méticuleusement étiquetés avec des dates et des coordonnées. Au centre de la pièce se trouvait un immense bureau en métal. Dessus, il y avait un microscope, une balance numérique de précision, et un épais classeur en cuir rouge posé en plein milieu. Je me suis approché du bureau, le bruit de mes bottes résonnant bruyamment sur le sol en béton. Mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine pu ouvrir le classeur. Écrit sur la couverture en lettres pointues et précises de mon père, il y avait 2 mots, la fondation de Gideon. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas un journal intime. C'était un dossier corporatif et géologique massif et très détaillé. Il y avait des centaines de pages de rapports d'analyse chimique, de documents d'arpentage indépendants, et de revendications juridiques complexes. J'ai lu les pages de résumé, mon expérience en génie civil me permettant de comprendre le jargon technique dense. Mon père n'avait pas cherché de l'or. Il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux à l'ère moderne. Il avait découvert un filon massif et très concentré de minéraux de terre rares, s'étendant profondément sous la montagne derrière la cabane. Néodyme, praséodyme, dysprosium. C'étaient les éléments essentiels nécessaires à la fabrication de puces électroniques, de systèmes de défense militaire avancés, et de batteries pour véhicules électriques. C'était la ressource la plus désespérément recherchée du monde moderne. Je suis passé au résumé exécutif final, estampillé par une société géologique indépendante de premier plan basée au Canada. J'ai lu l'estimation finale de la valeur du gisement non exploité. Je l'ai relu, puis une 3e fois, juste pour m'assurer que je n'hallucinais pas à cause du froid. 800 millions de dollars. Mon père avait trouvé un empire de 800 millions de dollars, et il l'avait enterré sous une cabane en bois pourri. J'ai reculé, heurtant les étagères en acier. L'ampleur du chiffre m'a coupé le souffle. Les 3 millions de dollars de la villa de Merrick à Miami n'étaient que de l'argent de poche comparé à ce qui se trouvait sous mes pieds. Mais l'argent ne m'a pas autant choqué que les mots manuscrits sur la dernière page du classeur. La dernière page du classeur n'était pas un rapport géologique. C'était une lettre, écrite sur du papier cartonné couleur crème, datée de seulement 3 semaines avant la mort de mes parents dans cet accident d'avion. L'écriture était sans équivoque celle de mon père, mais le ton était quelque chose que je n'avais jamais entendu de lui de toute ma vie. Gideon, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que tu as enfin trouvé la porte. Je sais que tu l'as trouvée. Tu es un bâtisseur. Tu comprends toujours comment les choses sont assemblées. Tu es probablement en colère en ce moment. Tu viens d'assister à une lecture de testament où j'ai donné à ton frère les manoirs et les portefeuilles, et je t'ai laissé un morceau de bois en ruine. Tu penses probablement que je te détestais. Tu penses probablement que je préférais Merrick. J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Merrick est un requin. Il est Apax en Graveleuil. Il est impitoyable. Et il est complètement consumé par la cupidité. Sa place est dans les salles de conseil d'administration de Seattle et de Miami. Il sait comment manipuler les chiffres sur un écran, mais il ne respecte pas le monde physique. Si je lui avais laissé cette terre,
il aurait vendu les droits miniers à la première grande société qui lui aurait offert un chèque. Il vendrait son âme pour de la liquidité. Il serait venu, aurait exploité cette belle montagne à ciel ouvert, empoisonné les nappes phréatiques, et tout détruit juste pour extraire les minéraux rapidement. Méric s'en ficherait. Il ne voit que les signes de dollars. Mais toi, Gideon, tu as passé ta vie dans la terre. Tu comprends la terre. Tu sais comment construire des fondations solides, comment gérer des projets à grande échelle, et comment respecter la structure des choses. Je t'ai regardé endurer l'humiliation. J'ai regardé ta mère te traiter injustement. Et je suis resté silencieux. Je suis resté silencieux parce que j'avais besoin que tu restes fort. J'avais besoin que tu sois forgé dans le fer, pas enveloppé dans de la soie comme ton frère. Ce gisement est trop puissant, trop dangereux pour être confié à un homme avide. Il exige de la patience. Il exige un homme qui n'a pas peur de se salir les bottes de boue. Il exige un bâtisseur. J'ai créé une société écran, entièrement légale et scellée, avec toi comme unique propriétaire et directeur principal. Les avocats de Seattle n'en savent rien. Seul le cabinet d'Anchorage détient les documents scellés. Ils t'ont traité d'échec parce que tu portais un casque de chantier. Mais ton casque de chantier est la raison exacte pour laquelle je te donne le monde. Construis-le bien, Gideon. Montre-leur à quoi ressemble une vraie fondation. Avec respect, Thaddeus Jenkins. J'ai fixé le papier jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Une seule larme s'est échappée de mon œil et est tombée sur le papier épais. L'ironie était si profonde qu'elle en était physiquement douloureuse. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais la blague. J'ai cru que j'étais le paria. Geneviève s'était moquée de moi parce que je nettoyais le monde, et Méric m'avait renvoyé pour que je me sente petit. Mais Thaddeus avait tout vu. Il avait utilisé leur arrogance comme un écran de fumée pour cacher son véritable héritage. Je n'étais pas le fils oublié. J'étais l'architecte de son empire. Un sentiment de calme profond et terrifiant m'a envahi. L'homme au cœur brisé et pathétique qui avait pleuré sur le sol de son appartement pour Crésa était mort. Il était mort au moment où cette porte d'acier s'est ouverte. La colère que je ressentais envers Méric et Crésa n'a pas disparu, mais elle a changé. Elle s'est cristallisée. Elle est passée d'une rage émotionnelle confuse à une stratégie froide et calculée. Méric pensait m'avoir détruit. Il pensait m'avoir pris mon travail, ma fiancée, et ma dignité. Il pensait que j'étais assis dans la neige, gelé et pleurant sur ma vie sans valeur. J'ai soigneusement plié la lettre et je l'ai mise dans la poche de ma grosse veste. J'ai regardé autour de moi dans le bunker high-tech, les cartes représentant 800 millions de dollars de puissance brute et inflexible. J'ai pris le lourd téléphone satellite qui reposait sur la station de charge sur le bureau. Il avait une batterie pleine. J'ai composé le numéro du cabinet d'avocats d'Anchorage, listé dans le dossier. Une femme a répondu après 2 sonneries. Cabinet Vance et Sterling. Comment puis-je vous aider? Mon nom est Gideon Jenkins, ai-je dit, ma voix stable, profonde, et complètement méconnaissable à mes propres oreilles. J'appelle pour activer la société écran pour le projet de la montagne Taletna. Nous allons commencer immédiatement la phase de planification de l'extraction. Compris, monsieur Jenkins. La voix à l'autre bout du fil a répondu instantanément, passant à un ton très professionnel. Nous attendions votre appel. J'ai raccroché et je suis retourné dans la cabane principale. Le bois pourri n'avait plus l'air misérable. Il ressemblait au camouflage parfait. Je me suis tenu sur le porche, regardant le lac gelé, le vent mordant ne me dérangeant plus. J'allais construire un empire, et j'allais m'assurer que Méric et Crésa en regarderaient chaque seconde. Si vous avez apprécié ce retournement de situation, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon d'activités intenses et hautement confidentielles. Je ne suis pas retourné à Seattle. Je n'ai appelé aucun de mes anciens amis ou ex-collègues. Je suis essentiellement devenu un fantôme, vivant dans un sac de couchage dans le bunker high-tech sous la cabane pourrie. Mon existence entière s'est réduite aux cartes topographiques, aux carottes de forage, et aux documents juridiques incroyablement denses que mon père avait laissés derrière lui. Je me préparais à une guerre, mais cette guerre nécessitait des permis, des études d'impact environnemental, et une structure d'entreprise à toute épreuve qu'aucune société de capital investissement ne pourrait jamais démanteler.
J'ai contacté les contacts indépendants que mon père avait spécifiquement listés dans son classeur rouge. Il avait inclus un avertissement sévère contre l'utilisation de grandes sociétés de conseil qui pourraient divulguer l'information au secteur financier où Méric opérait. Au lieu de cela, il avait recommandé une société d'impact environnemental hautement spécialisée et farouchement indépendante, basée au Colorado. 3 jours après mon appel, le bruit rythmique lourd des pales d'hélicoptères a brisé le silence absolu de la nature sauvage de l'Alaska. Je suis sorti sur le porche, mon souffle formant des nuages dans l'air glacial du matin, et j'ai regardé un hélicoptère noir et élégant descendre au-dessus de la limite des arbres. Il a soulevé un énorme nuage de poudre blanche en se posant sur la clairière gelée près du lac. La porte latérale a coulissé et Alohan est sortie dans le vent glacial. Elle était la spécialiste principale de l'impact environnemental pour le projet, et l'opposé polaire absolu de Cresa. Alohan ne portait pas de manteau de créateur, de parfum cher, ou de bottes en cuir délicate. Elle a marché dans la neige jusqu'aux genoux, portant des bottes imperméables robustes, une épaisse parka thermique, et une expression sérieuse et calculatrice qui commandait immédiatement le respect. Elle portait 2 énormes valises Pélican renforcées pleines d'équipements de test et avait un lourd sac d'ordinateur portable en bandoulière. Je suis sorti pour la rencontrer, le vent glacial me mordant les joues, proposant de prendre les lourdes valises. Elle m'en a tendu une sans un mot, ses yeux vifs scannant immédiatement la crête de la montagne derrière la cabane, au lieu de regarder la structure délabrée devant elle. « Vous devez être Gideon », a-t-elle dit par-dessus le gémissement mourant du moteur de l'hélicoptère. Sa voix était vive, professionnelle, et entièrement concentrée sur la mission. J'ai lu les rapports préliminaires de votre père sur les sols pendant le vol. Si les concentrations de néodyme et de dysprosium sont ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a projeté, vous êtes assis sur une anomalie de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Je n'ai pas perdu de temps en bavardage. Je l'ai conduite à l'intérieur, dépassant le bois en décomposition de la pièce principale, et directement dans la chambre forte en acier. Lorsque les lumières fluorescentes ont vacillé pour s'allumer, illuminant les cartes et la vaste bibliothèque d'échantillons, Alohan s'est arrêté net. Un lent sifflement d'appréciation s'est échappé de ses lèvres. Votre père était un homme très paranoïaque, et très brillant, a-t-elle murmuré, marchant directement vers l'étagère et examinant un bocal en verre de roche broyé avec une fascination intense. Pendant le mois suivant, Alohan et moi avons travaillé côte à côte, 14 heures par jour. Nous avons passé des heures exténuantes dans la boue glaciale, prélevant de nouveaux échantillons, traçant les itinéraires d'extraction les plus sûrs, et concevant un système de filtration d'eau révolutionnaire. Le but était de s'assurer qu'absolument aucun ruissellement toxique n'atteindrait jamais le lac voisin ou ne perturberait l'écosystème local. J'étais complètement dans mon élément. Je construisais une fondation massive, et Alohan s'assurait qu'elle était indestructible. Pendant ces longues semaines épuisantes, j'ai remarqué que quelque chose d'étrange se produisait. Je me sentais complètement respecté pour la première fois de ma vie d'adulte. Quand j'ai suggéré une méthode complexe de renforcement structurel pour le puits de mine principal, en utilisant des poutres d'acier emboîtées pour prévenir l'effondrement du sol, Alohan n'a pas levé les yeux au ciel ou ne m'a pas dit que je l'ennuyais avec mes histoires de terre. Elle a sorti sa tablette à dessin, a fait les calculs structurels, et m'a regardé avec une admiration sincère. C'est une distribution de poids brillante, Gideon, a-t-elle dit un soir, alors que nous partagions une cafetière de café noir incroyablement amer dans le bunker. La plupart des directeurs d'entreprise ordonneraient simplement aux équipes d'excavation de dynamiter la roche et de gérer les dommages collatéraux plus tard. Vous vous souciez réellement de l'architecture de la montagne. Je pris une lente gorgée de café, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. Je suis un bâtisseur, ai-je simplement répondu. Je ne crois pas aux raccourcis, et je ne construis pas des choses conçues pour échouer. Travailler sur les aspects juridiques avec le cabinet d'anchorage a pris encore 2 semaines. Nous avons transféré les immenses titres de propriété à la société écran pleinement opérationnelle. Le nom Jenkins Holdings était enterré sous 3 couches d'anonymat corporatif pour empêcher quiconque de remonter la piste avant que je ne sois prêt. Nous avons obtenu les permis d'extraction. Nous avons finalisé le filet de sécurité environnementale, nous assurant que le gouvernement local était entièrement d'accord avec notre approche durable. Tout était solidement verrouillé. J'avais le pistolet chargé, la sécurité était enlevée, et il était maintenant temps d'appuyer sur la gâchette et de laisser le monde entier entendre le coup de feu. 6 longs mois s'étaient écoulés depuis la lecture du testament. 6 mois depuis que Cresa m'avait regardé dans les yeux, avait craché sur mes bottes de travail, et était sorti de ma vie. 6 mois depuis que Méric m'avait renvoyé de mon travail de construction,
et m'avait dit moqueusement d'aller couper du bois dans le froid glacial. J'avais coupé du bois, en effet. J'avais essentiellement abattu une montagne entière et découvert le cœur du monde moderne battant en dessous. C'était un mardi matin quand nous sommes finalement devenus publics. Alohan avait utilisé ses relations dans l'industrie pour organiser un communiqué de presse exclusif et sous embargo strict, via le Wall Street Journal et Forbes. Nous n'avons pas seulement annoncé une nouvelle opération minière. Nous avons annoncé une perturbation totale de l'industrie. Nous avons dévoilé la découverte du plus grand gisement de minéraux de terres rares durables et de la plus haute qualité de l'histoire de l'Amérique du Nord. Les analystes indépendants avaient fait les calculs finaux, et la valeur estimée non exploitée a été officiellement confirmée et publiée à 800 millions de dollars. Et tout en haut de ce communiqué de presse, imprimé en lettres grasses et indéniables, se trouvait le nom de l'unique propriétaire, actionnaire principal, et président-directeur général, Gideon Jenkins. Grâce à un réseau de contacts dans l'industrie et à quelques connaissances mutuelles qui suivaient encore le cercle social de mon frère, j'ai appris plus tard exactement comment la nouvelle avait frappé Miami. Merrick et Kreza organisaient un cocktail extravagant dans l'après-midi à la villa de 3 millions de dollars en bord de mer. L'endroit était absolument bondé de courtiers en capital investissement, de mondains locaux, et du genre de personnes qui ne vous aiment que lorsque votre compte en banque est plein. Kreza tenait salon près de l'immense piscine à débordement, sirotant une coupe de champagne importée à 200 dollars. Elle portait un bracelet de tennis en diamant que Merrick lui avait acheté pour célébrer leur nouvelle vie de richesse supposément sans fin. Merrick se tenait au bar extérieur en marbre, fumant un gros cigare cubain, se vantant bruyamment auprès de ses collègues de sa dernière acquisition d'entreprise et de la façon dont il dominait le marché de Seattle à distance. À l'intérieur de l'immense salon à air ouverte, une énorme télévision à écran plat était branchée sur la première chaîne d'information financière. Le graphique des dernières nouvelles a clignoté sur l'écran en lettres rouges et blanches vives, accompagné d'un carillon audio aigu qui a percé la musique de fond de la fête. La voix du présentateur était urgente et excitée. Nous avons des nouvelles massives qui secouent les secteurs de la technologie, de l'automobile, et de la fabrication aujourd'hui. Un acteur complètement nouveau a émergé de nulle part sur le marché des minéraux de terres rares. Un gisement entièrement vérifié en Alaska, évalué à la somme stupéfiante de 800 millions de dollars, vient d'être dévoilé par Jenkins Holdings. Le PDG, l'ancien ingénieur civil Gideon Jenkins, déclare que l'opération sera la plus avancée au monde sur le plan environnemental, en privilégiant une extraction durable. La caméra du réseau a coupé sur une photographie haute définition de moi. Je me tenais sur la crête de la montagne de l'Alaska, portant ma lourde veste de travail en toile et mes bottes, regardant directement l'objectif de la caméra avec une confiance absolue et inébranlable. Alohan se tenait juste à côté de moi, tenant un jeu de plans d'ingénierie enroulé. Selon les personnes présentes, Kreza a physiquement laissé tomber sa coupe de champagne. Elle a heurté la terrasse de la piscine en marbre italien coûteux et s'est brisée en 100 morceaux scintillants, le vin cher éclaboussant ses sandales de créateur. Toute la fête est devenue complètement silencieuse, le brouhaha s'éteignant instantanément alors que tout le monde se tournait pour regarder l'écran de télévision. Le visage de Merrick, selon les témoignages, s'est vidé de toute couleur, devenant d'un blanc blafard et maladif. Il a laissé tomber son cigare allumé directement sur le plancher en bois, la bouche légèrement ouverte de pur choc. Il a dû s'agripper au bord du bar en marbre à deux mains, ses jointures devenant blanches, juste pour empêcher ses genoux de flancher sous son propre poids. L'enfant prodige, le génie financier, l'homme qui pensait qu'une maison de 3 millions de dollars faisait de lui un roi parmi les hommes, venait de réaliser que son jeune frère, supposément sans valeur, valait près d'1 milliard de dollars. À des milliers de kilomètres de là, assis dans mon bureau administratif temporaire nouvellement construit à Anchorage, je regardais des factures de matériel lourd lorsque mon téléphone portable a vibré sur le lourd bureau en bois. J'ai baissé les yeux sur l'écran lumineux. L'identifiant de l'appelant clignotait vivement, exigeant mon attention. Merrick. J'ai fixé le téléphone pendant qu'il vibrait, le bourdonnement fort dans la pièce silencieuse. Il y a 6 mois, un appel de lui signifiait que je perdais mon travail, ma fierté, et mon avenir. Cela signifiait que j'étais soumis à une autre blague cruelle. Maintenant, c'était le son d'une panique pure et sans mélange. C'était le son d'un homme réalisant qu'il avait commis l'erreur la plus catastrophique et irréversible de toute sa vie. Je me suis adossé dans mon fauteuil de bureau ergonomique, j'ai pris le téléphone, et avec un mouvement lent et délibéré, j'ai appuyé sur le bouton rouge de refus. Le silence qui a suivi dans mon bureau était la plus belle symphonie que j'ai jamais entendue. J'ai ignoré exactement 34 appels téléphoniques de Merrick au cours des 3 jours suivants.
ma messagerie vocale s'est remplie de ces messages de plus en plus frénétiques et haletants, que j'ai tous supprimés sans écouter au-delà des premières secondes. J'ai également ignoré 14 SMS désespérés de Creza. Ces messages étaient une progression pathétique et transparente, passant d'un « Gideon, s'il te plaît, rappelle-moi » désinvolte à un frénétique « J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, nous devons parler tout de suite. » Je les ai tous supprimés, sans la moindre hésitation. Je ne ressentais absolument aucune obligation de répondre à l'un ou à l'autre. Je savais qu'ils n'arrêteraient pas d'essayer. La cupidité est une maladie en phase terminale, et ils en étaient tous les deux lourdement infectés. Je savais que, finalement, leur désespoir les forcerait à venir directement à la source. Un jeudi après-midi glacial et couvert, un énorme SUV de luxe noir et brillant a lentement remonté la route d'accès fraîchement pavée qui menait maintenant au site de la cabane. Toute la zone s'était complètement transformée au cours des derniers mois. Nous avions installé des remorques administratives lourdement isolées, une petite flotte d'énormes engins d'excavation jaunes, et un poste de contrôle de sécurité à la base de la route. Mais la cabane pourrie d'origine se tenait toujours exactement là où elle était. J'avais ordonné aux équipes de construction de la laisser complètement intacte, en travaillant autour. C'était mon monument au passé. J'étais debout sur le porche de la cabane, portant mes lourdes bottes de travail et une épaisse veste Carhartt, examinant un manifeste logistique avec Alon lorsque les lourdes portes du SUV se sont ouvertes. Méric est sorti le premier dans le froid mordant. Il portait un pardessus en cachemire ridiculement fin et des mocassins en cuir italien coûteux qui se sont immédiatement enfoncés de plusieurs centimètres dans la boue glaciale de l'Alaska. Il avait l'air physiquement épuisé, des cernes sombres sous les yeux. Le sourire arrogant et intouchable qu'il arborait toujours avait complètement disparu, remplacé par un sourire crispé et incroyablement nerveux. Creza est sortie juste derrière lui. Elle était emmitouflée dans un énorme manteau de fourrure de créateur, frissonnant violemment alors que le vent mordant fouettait ses cheveux sur son visage. Quand elle m'a vu debout sur le porche surélevé, elle a immédiatement essayé d'arranger son visage en une expression de profonde tristesse émotionnelle. Cela ressemblait à une terrible performance d'acteur dans un film bon marché. « Gideon » a crié Méric, forçant une fausse gaieté dans sa voix tremblante alors qu'il luttait pour sortir ses chaussures chères de la boue. « Petit frère, mon Dieu, il fait un froid de canard ici. On essaie de te joindre depuis des jours. Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton téléphone ?» J'ai calmement tendu le presse-papier logistique à Alohan. Elle les a regardés tous les deux, a levé les yeux au ciel avec un dégoût absolu, et est retournée vers les remorques administratives sans dire un seul mot. Je suis resté en haut des marches en bois, regardant de haut mon frère et mon ex-fiancé. J'ai gardé les mains dans mes poches et n'ai pas dit un mot. On a vu les nouvelles, a dit Creza, s'approchant du bas des marches en bois. Elle m'a regardé avec de grands yeux suppliants qu'elle avait sans aucun doute pratiqués dans le miroir. Elle a tendu la main et a doucement touché la manche en toile de ma veste. « Gideon, tu as l'air si différent. Tu as l'air si fort et confiant. J'ai toujours su que tu étais capable de choses incroyables au fond de toi. » J'ai regardé sa main manucurée reposant sur la manche de ma veste de travail. J'ai tendu le bras, pincé le tissu de ma veste entre mes doigts juste là où elle le touchait, et lentement, délibérément, j'ai repoussé sa main comme si elle était un insecte toxique rampant sur moi. « Le musée est fermé, Creza, ai-je dit, ma voix complètement plate, profonde, et dénuée de toute émotion. Méric s'est rapidement éclairci la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation qui se détériorait rapidement. Il est monté sur la première marche en bois, adoptant sa meilleure posture de négociation d'entreprise, essayant de paraître plus grand. « Écoute, Gideon, nous devons vraiment parler en famille. La nouvelle de ce gisement est incroyable. Maman et papa seraient si incroyablement fiers de toi, mais nous devons discuter de la restructuration de Jenkins Holdings. En tant que ton frère aîné, et avec ma vaste expérience en capital investissement, je peux t'aider à gérer cet afflux massif de capitaux. Nous devons unifier les actifs familiaux pour maximiser les profits. » J'ai presque éclaté de rire face à son audace. Unifier les actifs familiaux ? Il n'y a rien à unifier, Méric, ai-je répondu, croisant fermement les bras sur ma poitrine. Tu as eu ton héritage. Tu as eu la villa de 3 millions de dollars et les portefeuilles d'actions massifs. J'ai eu la cabane pourrie. C'était l'accord. C'était le testament dont tu étais si incroyablement heureux il y a 6 mois dans le bureau de l'avocat. Gideon, s'il te plaît, a interrompu Creza, sa voix tremblant légèrement, essayant d'injecter de l'émotion dans l'air froid. Ne sois pas comme ça.
Nous sommes une famille. Nous avons une histoire profonde ensemble. 5 ans, Gideon. Tu ne peux pas simplement jeter tout ça par-dessus bord à cause d'un malentendu. C'est toi qui as tout jeté, ai-je déclaré froidement, la regardant droit dans les yeux. Tu l'as jeté à la seconde exacte où tu as découvert que je n'étais pas le frère riche. Tu as craché sur mes bottes, Kreza, tu te souviens de ça? Où est-ce que le champagne cher de Miami t'a lavé la mémoire? Le visage de Méric s'est durci, un éclair de désespoir sincère perçant enfin son faux sourire fraternel. Il s'est approché, s'agrippant à la rampe en bois. Tu ne comprends pas comment ça marche, Gideon. Les choses ont fondamentalement changé. Je dois voir les documents de propriété de l'entreprise pour ce site, tout de suite. Thaddeus était mon père aussi. La moitié de toute cette montagne m'appartient de plein droit. J'ai regardé mon frère, l'enfant prodige, l'homme à qui tout avait été servi sur un plateau d'argent toute sa vie. Maintenant, debout dans la boue glaciale, suppliant et exigeant une part du gâteau qu'il avait tant essayé de me refuser. Tu veux voir les documents juridiques, ai-je demandé doucement, un sourire froid touchant les coins de ma bouche. Très bien, entrons. J'ai quelque chose de très spécifique à te montrer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'ici, veuillez commenter et finir ci-dessous. C'est un signe spécial pour les spectateurs incroyables qui ont regardé jusqu'ici. Je likerai et répondrai à tous les commentaires contenant le mot-clé fini. Maintenant, voyons la punition finale pour Méric. Je leur ai tourné le dos et les ai conduits à travers la pièce principale pourrie et poussiéreuse de la cabane. Leur respiration lourde résonnait dans l'espace vide alors que nous marchions vers le mur du fond. J'ai ouvert la lourde porte en acier et les ai conduits par les escaliers en béton jusqu'au bunker high-tech. Le contraste saisissant entre le bois en décomposition au-dessus et la chambre forte en acier étincelant en dessous a fait que Méric s'est arrêté net et a regardé, médusé. Ses yeux parcouraient frénétiquement la pièce, absorbant les immenses cartes topographiques, les graphiques complexes de données géologiques, les serveurs informatiques, et l'ampleur de l'opération que Thaddeus lui avait méticuleusement cachée pendant une décennie. Je me suis approché du lourd bureau en acier, j'ai déverrouillé le tiroir du bas, et j'en ai sorti un épais dossier de format légal contenant les documents fondateurs. Je l'ai jeté au centre du bureau. Le bruit sourd a résonné bruyamment dans la pièce souterraine. Vas-y, Méric, ai-je dit, m'adossant contre l'étagère en métal et croisant les bras. Lis-le. Fais analyser la structure de l'entreprise par ton brillant cerveau de capital investisseur. Méric a pratiquement bondi sur le dossier. Il l'a ouvert brusquement, ses mains tremblant alors que ses yeux parcouraient le texte juridique dense. Kreza se tenait nerveusement derrière son épaule, essayant de lire le jargon juridique compliqué, mais échouant clairement à le comprendre. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai regardé les yeux de Méric aller et venir sur les pages blanches et nettes. J'ai observé la progression rapide de ses expressions faciales. D'abord, il y a eu une anticipation avide et gourmande. Puis une confusion profonde s'est installée alors qu'il lisait les clauses. Et enfin, une terreur absolue et écrasante a envahi son visage. Ça ne peut pas être réel, a balbutié Méric, ses mains tremblant si violemment que le papier lourd bruissait de manière audible dans la pièce silencieuse. Ce document dit que Thaddeus a transféré les droits miniers absolus et la propriété foncière à une SARL scellée il y a 5 ans. Il t'a nommé unique directeur. Irrévocable. Il dit que même en cas de décès, la SARL contourne complètement la distribution successorale standard et le tribunal des successions. Exactement, ai-je dit, ma voix résonnant froidement contre les murs d'acier. Ça n'a jamais fait partie de l'héritage. C'était une entité corporative complètement distincte, créée bien avant l'accident d'avion. Tu as eu la maison, Méric. J'ai eu la montagne. Et il n'y a pas un seul avocat d'affaires sur cette terre qui puisse briser cette fiducie en béton armé. Méric a laissé tomber le dossier sur le bureau comme s'il lui avait physiquement brûlé les mains. Il ressemblait à un homme à qui on venait de donner un diagnostic terminal. Il a attrapé le bord du lourd bureau, prenant des respirations courtes et saccadées, sa poitrine se soulevant sous son fin manteau de cachemire. Et puis, j'ai lâché la deuxième bombe. C'était une information cruciale que mes analystes financiers avaient découverte en faisant des recherches sur l'entreprise de Méric pour s'assurer qu'aucune tentative de prise de contrôle hostile n'était possible. Mais réclamer ton droit de naissance n'est pas la vraie raison pour laquelle tu as pris l'avion jusqu'en Alaska, n'est-ce pas, Méric, ai-je demandé, me détachant de l'étagère et faisant un pas envers lui. Tu ne veux pas seulement m'aider à gérer mon argent.
Tu en as désespérément, urgemment besoin. Méric s'est complètement figé. Il a arrêté de respirer. Kreza le regarda, complètement confuse par sa réaction. De quoi parle-t-il, Méric, a-t-elle demandé sèchement, sentant le changement soudain de pouvoir. J'ai gardé mes yeux rivés sur mon frère. Tu es devenu trop gourmand, Méric. Quand tu m'as renvoyé de l'entreprise de construction uniquement pour me donner une leçon et affirmer ta domination, tu as créé un vide de supervision massif sur un chantier critique. Le projet s'est effondré sous une mauvaise gestion. Les investisseurs principaux se sont retirés entièrement, et parce que ta société de capital investissement avait garanti la caution d'achèvement du projet, ton entreprise a dû absorber l'énorme pénalité financière. Méric ferma les yeux, un gémissement pitoyable et aigu s'échappant de sa gorge. Mais ça devient encore mieux, n'est-ce pas, ai-je continué sans relâche, ma voix dégoulinant d'une satisfaction froide. Tu as pensé que la pénalité ruinerait ta réputation impeccable, alors tu as essayé de la couvrir illégalement. Tu as contracté un énorme prêt relais à taux d'intérêt élevé auprès d'un prêteur de l'ombre pour injecter des liquidités temporaires dans ton entreprise. Et quel actif exact as-tu utilisé comme garantie pour cet énorme prêt, Méric? Kreza a haleté bruyamment, reculant physiquement de lui. Méric, qu'as-tu fait? Il a mis en gage la villa de Miami, ai-je dit, répondant pour lui. Il a mis la maison de 3 millions de dollars en garantie. Et puis le marché immobilier a chuté. Le prêteur a immédiatement exigé le remboursement du prêt. Tu es complètement sous l'eau, Méric. Tu es totalement en faillite. La banque saisit la villa à la fin de ce mois, et le conseil d'administration de ton entreprise se prépare à te renvoyer pour négligence grave et faute financière. Les genoux de Méric ont finalement cédé. Il s'est littéralement effondré dans le fauteuil de bureau roulant derrière le bureau, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes. L'enfant prodige, arrogant et riche, avait complètement disparu. C'était un homme brisé, ruiné. Il a levé les yeux vers moi, des larmes coulant rapidement sur son visage, son nez coulant. « S'il te plaît, Gideon, a-t-il supplié, sa voix se brisant horriblement. S'il te plaît, ils vont absolument tout me prendre. Je serai ruiné. J'irai en prison fédérale pour fraude d'entreprise. Prête-moi juste 5 millions de dollars. Juste 5 millions de dollars. Ce ne sont que des broutilles pour toi maintenant. Ce n'est rien. S'il te plaît, sauve-moi. » J'ai regardé la créature pathétique et pleurante assise dans mon fauteuil. 5 millions de dollars étaient en effet une infime fraction de ce que la montagne générait, mais le prix de ma dignité n'était à vendre à aucun prix. Tu m'as renvoyé pour me faire souffrir, ai-je dit doucement. Tu as volé ma fiancée pour m'humilier. Tu t'es moqué de moi parce que je travaillais dans la terre, et maintenant tu es assis dans la terre, suppliant pour mon argent. Je me suis penché sur le bureau, regardant directement dans ses yeux remplis de larmes. Je ne te donnerai pas un seul centime. La finalité absolue dans ma voix sembla briser instantanément le charme résiduel qui retenait Kreza. Elle regarda Méric, qui sanglotait violemment dans le fauteuil de bureau. Un échec total, en faillite, sur le point de perdre la seule chose qui lui importait, le manoir pour lequel elle avait vendu son âme pour y vivre. Ses instincts de survie se sont déclenchés avec une vitesse terrifiante, presque reptilienne. Elle a complètement tourné le dos à Méric, agissant comme s'il n'existait plus dans la pièce. Elle s'est avancée agressivement vers moi, les yeux débordant de larmes fraîches et incroyablement convaincantes. Elle a tendu la main et a saisi mes deux mains. Sa prise était serrée, désespérée, et froide. « Gideon, s'il te plaît, écoute-moi » s'est-elle écriée, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. Je ne savais rien de tout ça. Je le jure devant Dieu, je ne savais rien des prêts illégaux ou de la faillite. Il m'a menti tous les jours. Il m'a manipulé pour que je te quitte. Il a utilisé mon chagrin pour la mort de tes parents contre moi quand j'étais vulnérable. J'ai été si terriblement malheureuse à Miami. Chaque jour, je me réveillais en pensant à toi. Je pensais à la vie simple et belle que nous étions censés construire ensemble à Seattle. Je t'aime, Gideon. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi rester ici avec toi et t'aider à construire ça. J'ai regardé ses mains manucurées serrant fermement les miennes. J'ai cherché en moi des sentiments persistants, mais je n'ai absolument rien ressenti. Il n'y avait plus de colère, plus de tristesse, et certainement pas d'amour. Juste un vide profond et profond envers la femme qui se tenait désespérément devant moi.
Elle n'était rien de plus qu'un vaisseau vide, essayant constamment de se remplir avec quiconque avait le portefeuille le plus lourd à un moment donné. J'ai lentement, fermement, retiré mes mains de son emprise. J'ai fait un pas délibéré en arrière, la regardant de haut en bas avec un détachement clinique. « Regarde tes chaussures, Kreza », ai-je dit doucement. Elle s'est arrêtée, confuse par le changement soudain de sujet, et a baissé les yeux sur ses bottes en cuir de créateur coûteuses, qui étaient maintenant fortement encroûtées de la boue épaisse et glaciale de l'Alaska, suite à la marche jusqu'à la cabane. Un rat dégoûtant ne s'abaisserait pas à chercher les ordures absolues que tu essaies de me vendre en ce moment, ai-je dit. J'ai répété le sentiment exact qu'elle avait utilisé comme une arme contre moi il y a 6 mois, mais je l'ai livré avec un calme froid et terrifiant qui l'a fait tressaillir. Tu ne m'aimais pas il y a 5 ans quand je travaillais dans la construction. Tu ne m'aimes pas maintenant. Tu aimes les chiffres imprimés sur un relevé de banque. Et mes chiffres te sont définitivement inaccessibles. Le visage de Kreza s'est violemment contorsionné en un masque de pur choc, suivi instantanément par une rage débridée. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle crié, sa façade soigneusement construite se brisant complètement en morceaux. Je t'ai donné 5 des meilleures années de ma jeunesse. Tu me dois quelque chose pour ce temps. Je ne te dois absolument rien, ai-je répondu, ma voix résonnant contre les murs d'acier froid. Je suis un bâtisseur, Kreza. Je construis des fondations solides et durables, et je ne construis pas sur un terrain toxique. J'ai levé le bras et j'ai pointé directement vers la lourde porte en acier menant aux escaliers en béton, vers la cabane pourrie. La porte est juste là. Sortez tous les deux de mon bunker. Quittez ma montagne et n'essayez plus jamais de me contacter. Merrick s'est lentement traîné hors du fauteuil de bureau. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de 10 minutes. Ses épaules étaient affaissées, son esprit complètement écrasé sous le poids de sa propre arrogance. Il n'a pas dit un autre mot. Il ne m'a pas regardé. Il a juste marché lourdement vers les escaliers, un fantôme silencieux de l'homme arrogant qu'il était autrefois. Kreza est resté là quelques secondes de plus, sa poitrine se soulevant de rage, ses yeux cherchant frénétiquement dans la pièce quelque chose de vicieux à dire, un moyen de reprendre le contrôle, mais elle n'a rien trouvé. Elle a tourné sur ses talons de créateur boueux et a suivi agressivement Merrick dans les escaliers. Je les ai suivis jusqu'à la cabane principale et je me suis tenu sur le porche en bois pourri, les regardant marcher péniblement dans la neige profonde et glaciale vers leur SUV de luxe de location. Le vent glacial les fouettait sans pitié. Ils avaient l'air si incroyablement petits, si incroyablement pathétiques, luttant à travers la dure réalité de la nature sauvage dont ils s'étaient autrefois moqués que j'hérite. Ils sont montés dans le véhicule sans se parler. Le lourd moteur a rugi, et les pneus chers ont patiné inutilement dans la boue pendant un moment avant de finalement trouver de l'adhérence. J'ai regardé le SUV noir disparaître sur la route de terre sinueuse, s'évanouissant à jamais dans les sombres pins. Il retournait à un manoir saisi, à une dette massive et insurmontable, et à une vie de regrets amers. Je suis resté sur le porche, prenant une profonde et longue inspiration de l'air glacial et vif de l'Alaska. Il me semblait incroyablement pur dans mes poumons. La toxicité avait disparu. Le parasite avait été définitivement retiré de ma vie. 2 années incroyablement rapides se sont écoulées depuis ce jour décisif sur la montagne. Je suis debout sur une plateforme d'observation en acier robuste nouvellement construite, regardant l'immense étendue du projet de la montagne Taletna. L'opération est massive, bourdonnant du son constant et puissant de l'ingénierie de précision et de la machinerie lourde. Nous extrayons les minéraux de terre rares à un rythme incroyable, fournissant des ressources critiques à l'industrie technologique, mais le lac massif en contrebas reste limpide et intact. Les systèmes de filtration environnementale avancés qu'Alohan a conçus fonctionnent parfaitement, prouvant que l'industrie et la nature peuvent coexister si vous vous souciez assez de bien construire. Nous avons créé plus de 400 emplois permanents bien rémunérés pour les communautés locales de l'Alaska, en construisant des centres de formation et en finançant les écoles locales. La cabane en bois pourri d'origine est toujours debout, exactement là où elle était quand je suis arrivé. J'ai dépensé des milliers de dollars pour renforcer méticuleusement le bois en décomposition de l'intérieur avec des poutres en acier, le transformant en un monument historique permanent, juste au centre du site. Il se dresse là comme un rappel physique quotidien, pour moi et pour tous ceux qui travaillent ici, de l'endroit où tout a commencé. Alohan s'approche de moi sur la plateforme d'observation, me tendant une tasse de café thermique fumante. Elle s'appuie contre la rambarde en acier froid, regardant l'immense complexe industriel que nous avons construit ensemble à partir de rien. Nous ne sommes plus seulement des partenaires commerciaux. Au cours des 2 dernières années,
nous avons construit une vie tranquille et incroyablement solide ensemble, basée sur le respect mutuel, des valeurs partagées, et un partenariat sincère. Elle me regarde, ses yeux se plissant au coin alors qu'elle sourit. Les rapports trimestriels du conseil d'administration viennent d'arriver, dit Alohan, prenant une gorgée de son café et resserrant son écharpe épaisse contre le vent. Nous dépassons officiellement l'évaluation initiale de 800 millions de dollars de près de 20%. La demande mondiale de dysprosium monte en flèche, et nos méthodes d'extraction durable ont fait de nous le fournisseur préféré dans le monde entier. Je hoche la tête lentement, regardant un énorme camion de transport jaune descendre prudemment la route d'accès renforcée, transportant une autre charge de potentiel brut. C'est drôle comme la vie tourne, dis-je, ma voix calme mais stable contre le bourdonnement ambiant de la machinerie lourde. Merrick a reçu 3 millions de dollars et un ticket d'or. Et il a absolument tout perdu parce qu'il a construit sa vie sur l'arrogance, l'endettement rapide, et la cupidité. On m'a donné un morceau de bois pourri et une pelle, et nous avons construit un empire qui durera des générations. J'avais raison depuis le début. Peu importe ce que l'on vous donne dans la vie, que ce soit un manoir ou une cabane. Ce qui compte, c'est le type de fondation que vous êtes prêt à construire dessus. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Merrick ou de Cresa. Par l'inévitable bouche à oreille de l'industrie, j'ai appris que la banque avait officiellement saisi la villa de Miami et que Merrick avait de justesse évité la prison fédérale en déclarant une faillite personnelle et professionnelle totale et en acceptant de témoigner contre ses prêteurs de l'ombre. Cresa l'aurait quitté le jour même où la banque a verrouillé les lourdes grilles en fer du manoir. Je ne sais pas où elle est allée, à qui elle s'est attachée ensuite, et honnêtement, je m'en fiche complètement. Il pensait que mon héritage était une blague cruelle et perverse. Ils pensaient que j'étais un perdant pathétique destiné à nettoyer leurs dégâts et à vivre dans l'ombre. Mais la cabane en ruine n'était pas du tout une punition. C'était un test rigoureux. C'était un filtre sophistiqué, conçu par un père qui savait que son fils aîné était complètement corrompu par la cupidité, et qui espérait que son fils cadet était forgé dans le travail acharné et la résilience. J'ai réussi le test, et ce faisant, j'ai trouvé une fortune. J'ai trouvé mon véritable et indéniable but dans la vie, et j'ai trouvé une partenaire qui appréciait l'homme que j'étais quand je n'avais rien d'autre que de la boue sur mes bottes. Je veux vous poser une dernière question avant de terminer. Je n'ai pas donné un seul centime à ma propre chair et mon propre sang alors qu'il était à genoux en train de supplier. J'ai regardé mon frère faire face à une ruine financière totale, et j'ai envoyé la femme que j'aimais autrefois dans le froid glacial sans rien à son nom. Pensez-vous que j'ai été trop cruel dans mon jugement, ou pensez-vous qu'ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient pour leur trahison? Faites-moi part de vos pensées honnêtes et partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire de karma ultime et de construction d'un empire à partir de la terre, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'un rappel puissant que le plus grand succès est toujours la meilleure vengeance.